Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet assez méconnu, mais qui revient souvent quand on s'éloigne des actions de base avec leur versement de dividendes ordinaires, et c'est le remboursement de capital, ou ROC, ou Return of Capital en anglais. De nombreux REITs, ETF et autres fonds en tout genre ont une partie de leurs dividendes classifiés comme remboursement de capital. Mais qu'est-ce que c'est réellement ? Le souci premier de ce type de distribution est surtout le côté fiscal et comment, ou plutôt à hauteur de combien on sera taxé sur nos gains reçus. Existe-t-il du bon et du mauvais ROC et comment faire la différence ? Je vais essayer de vous expliquer tout ça dans cette vidéo qui promet d'être assez intense, donc asseyez-vous confortablement avec une bonne tasse de café et éventuellement de quoi prendre quelques notes. Je tenais à rajouter ici, avant de commencer, qu'il n'est pas facile de trouver des informations sur le sujet en français, autres que les données de base, donc je m'en excuse à l'avance, mais je vais aussi faire référence à des sites en anglais tout au long de cette vidéo. Vous pourrez trouver tous les liens de ces sites dans la description de cette vidéo si vous voulez en savoir plus et étudier tout ça de votre côté. Cette vidéo m'a donc paru importante à faire au vu de ce peu d'informations disponibles et aussi après mon échange de messages avec Yves Demer. Donc cette vidéo est aussi un peu pour toi, Yves. Avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter et aussi de partager au maximum pour faire grossir cette chaîne de plus en plus. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir tout ça plus en détail. Tout d'abord, voyons ce qu'est ce remboursement de capital ou pour faire plus simple, ce ROC. Un remboursement de capital est réellement ce que le nom dit mot pour mot, c'est-à-dire que le fonds en question reverse à l'investisseur une partie du placement initial que ce dernier a fait à l'achat de celui-ci. En gros, via cette distribution mensuelle ou trimestrielle, le fonds vous redonne une partie de l'argent que vous avez déboursé pour l'achat des parts que vous possédez. Le ROC est présent dans les distributions versées de certains types de placements, comme certains fonds communs de placement, des REITs, des sociétés en commandite et des titres adossés à des créances hypothécaires. Personnellement, la première fois que j'ai rencontré ce ROC, c'est quand j'ai fait la connaissance des Covered Call ETF et plus précisément de l'ETF QYLD. Avant cela, je n'avais aucune idée que ça existait. Vu qu'à l'heure actuelle, tous mes investissements sont dans un TFSA ou un RRSP, je ne me suis jamais posé la question de savoir comment étaient composées les distributions que je reçois de mes différents titres, vu que ça n'a aucune importance dans ces comptes enregistrés. Si vous n'êtes pas encore familier avec les super pouvoirs de ces comptes TFSA CELI et RRSP REER, je vous conseille d'aller jeter un œil à mes vidéos sur ces comptes spéciaux qui sont vraiment géniaux pour les investisseurs. Je vous mets les liens dans la description en dessous. Pour savoir si les fonds dans lesquels vous investissez ou ceux dont vous prévoyez d'investir dedans donnent du ROC ou non, c'est très simple, il suffit d'aller sur les sites officiels de ces fonds en question. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes précédentes vidéos, il n'y a pas la possibilité de connaître le pourcentage de ROC dans les distributions à venir, mais seulement la composition des distributions du passé sont accessibles. Je vais vous montrer avec deux exemples où regarder pour trouver ce genre d'informations, et vous verrez, la plupart du temps c'est toujours plus ou moins au même endroit, dans la partie investisseurs de la page officielle du fonds, puis dans un onglet taxes ou impôts ou distribution. Dans le premier exemple, on est sur la page officielle d'un des fonds que je possède, qui est canadien et qui est l'ETF Covered Call TXF, dont je vous ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Ici, il faut aller dans la partie distribution et pas besoin de chercher, tout est direct en première page. On peut donc voir la composition des distributions versées année après année. En 2020, sur les 2,1564 $ versés, 0,67038 était du gain en capital, 1,4347 $ du remboursement de capital et 0,05132 $ des revenus étrangers. Si on regarde les années passées, on verra que les montants sont différents année après année pour chaque type de distribution. On peut aussi voir en tout petit en dessous ce que je vous répète à chaque fois et qui est que les caractéristiques fiscales des distributions, dividendes, autres revenus, gains en capital, etc. ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distribution. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôts officiels. Maintenant, allons voir un deuxième exemple avec un REIT que je possède aussi et que j'aime beaucoup, et c'est Choice Properties. Sur leur site en haut, on va dans Investisseurs, puis Impôts, et là on a directement la composition des dividendes qu'ils versent. On peut voir qu'en 2020, 0,09 $ était du gain en capital et que sur les 0,74004 $, 88,6% étaient du revenu, 10,4% du gain en capital, 0,1% des revenus étrangers et 0,9% du remboursement de capital. Si on regarde pour les années passées, on peut voir qu'en 2019, le ROC était à 0%, alors qu'en 2018, il était à 5%. Si on veut de vrais chiffres, il suffit de cliquer sur « État des revenus de fiducie », répartition et attribution, et ça va nous ouvrir un PDF avec le détail de chaque distribution mensuelle. Distribution 1 est pour janvier, distribution 2 pour février, et ainsi de suite.
Donc en janvier, sur 0,06167 $ de distribution reçue, 0,00644 était du gain en capital, 0,00002 $ des revenus étrangers, 0,05463 $ des autres revenus et 0,00058 $ du ROC. Contrairement aux autres types de distribution, comme les dividendes ou les intérêts, le ROC n'est pas imposable puisqu'il s'agit du propre capital investi au départ qui est retourné au propriétaire de ce dernier. Une distribution sous forme de ROC réduit le prix de base rajusté du placement, ce qui à la vente de ce dernier pourra engendrer un gain en capital plus important ou une perte en capital plus faible. Quand un fonds donne ce type de distribution et qu'on décide de s'en séparer, il faudra donc être plus vigilant, car si l'année de la vente on a aussi travaillé beaucoup et on est donc déjà dans une tranche d'imposition élevée, cette vente pourrait nous faire grimper d'une nouvelle tranche et donc augmenter considérablement le montant des impôts à payer. Si je vous ai déjà perdu, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur comment les gains issus de nos investissements sont taxés quand ils sont détenus dans des comptes non enregistrés. Ça va aussi vous aider à comprendre la suite, car je vais faire des calculs sans réellement expliquer d'où viennent certains chiffres que je vais utiliser. Et pour les autres qui ont déjà vu cette vidéo mais qui ont oublié toute cette partie moins fun de l'investissement en bourse, n'hésitez pas non plus à aller vous rafraîchir la mémoire. Je vous mets le lien en haut à droite. Une petite précision sur comment les fonds qui donnent du ROC font la répartition au sein de leur distribution, et surtout pourquoi on ne connaît pas le pourcentage de chaque type de distribution avant. Ceci est un document de chez RBC qui parle du remboursement de capital qu'il nomme ici RDC, mais je préfère le terme anglais ROC car pour moi RDC veut dire rez-de-chaussée qui a donc rien à voir ici. Je vous mets le lien pour récupérer ce document dans la description de cette vidéo si vous voulez l'étudier. Les entités intermédiaires vous versent des distributions tout au long de l'année. Toutefois, les sources de revenus qui composent ces distributions, soit les intérêts, les dividendes, les gains en capital ou le ROC, ne sont pas connus au moment du paiement. Le montant du ROC ne sera connu que lorsque le placement sous-jacent calculera ses revenus pour l'année d'imposition, généralement au début de l'année suivante. Vos comptes seront alors ajustés pour les distributions sous forme de ROC quelques mois plus tard, généralement en avril. Pour les fonds américains qui donnent du ROC, comme tout autre type de distribution, s'ils ne sont pas détenus dans un RRSP, le montant reçu sera déjà diminué de 15% dû à la taxe prélevée à la source par le gouvernement américain. Pour réellement comprendre comment fonctionnent les distributions de type ROC, allons voir un petit exemple. Prenons Marie qui a acheté 100 parts d'un ETF XYZ canadien à 10 $, soit un total dépensé de 1000 $. Ce fonds verse des dividendes annuels à hauteur de 1 $ par année. La composition de ce dividende est à 100% du ROC. Pour simplifier cet exemple, partons du principe que le montant des dividendes versés est le même année après année. Marie ne paiera aucun impôt sur ce ROC reçu, même si les parts de cet ETF sont détenues dans un compte non enregistré. Mais par contre, le prix de base rajusté de ce fonds, ou PBR, va baisser de 1 $ par année. À la fin de la première année, il sera donc de 9 $. Après la deuxième année de 8 $ et ainsi de suite. Au bout de 4 ans, Marie décide de vendre toutes ses parts de l'ETF XYZ. Le PBR sera donc de 1 $ de moins par année, ce qui fait sur 4 ans un total de 4 $, soit un prix de base rajusté de 6 $. Le prix actuel d'une part de l'ETF XYZ est de 15 $. La différence entre le prix de vente et le PBR de Marie est de 15 moins 6, donc 9 $. Ce 9 $ est donc le gain en capital fait sur chacune des parts, soit un total de 900 $, vu que Marie possède 100 parts, qui sera taxé en gain en capital. Si les distributions reçues avaient été des dividendes ordinaires, le gain en capital aurait été de seulement 1500 moins 1000, soit 500 $. Je vois partout que le ROC est très désavantageux par rapport aux autres types de distribution, mais jamais je ne vois de réels chiffres pour le prouver. On va donc faire plein de calculs par la suite pour voir réellement si oui ou non ce ROC est si méchant que ça. Reprenons donc notre chère Marie et on partira du principe qu'elle réside à Vancouver en Colombie-Britannique et qu'elle a eu un salaire annuel à son travail en 2020 de 55 000 $. Je vais d'abord calculer les impôts qu'elle a dû payer sans aucun investissement du tout. Comme ça, ensuite, je vais pouvoir calculer pour chaque type de distribution le montant total d'impôts à payer et la différence entre chacun d'entre eux. En 2021, avec ses 55 000 $ de salaire annuel de 2020, les impôts à payer au fédéral de Marie étaient de 15% des premiers 49 020 $, soit 7 353 $, et 20,5% des 5 980 $ restants, soit 1 225,90 $. Et pour le provincial, elle a dû payer 5,06% des premiers 42 184 $, soit 2 134,51 $, et 7,7% des 12 816 $ restants, soit 986,83 $. Ce qui fait un total d'impôts à payer de 11 700,24 $, vide de toutes sortes d'investissements.
Ce sont les données pour un salaire reçu en 2020 et pour une personne qui réside en Colombie-Britannique. Les tranches d'imposition changent chaque année et les impôts provinciaux sont différents dans chaque province. Maintenant, faisons les mêmes calculs, mais en rajoutant le ROC une fois que Marie a vendu les parts de son ETF. On prend donc 25% de 900, soit 225 $ qu'on rajoute au salaire annuel, ce qui donne un total de 55 225 $ de salaire à déclarer. Même calcul qu'auparavant, au fédéral, Marie devra toujours payer les 7 353 $ de la première tranche, plus 20,5% de 6 205, soit 1 272,03 $. Et au provincial, toujours les 2 134,51 $ de la première tranche et 7,7% de 13 041, soit 1 004,16 $. Ce qui fait un total de 11 763,70 $. Si on fait la différence avec les impôts sans gain issus de ces investissements, ça donne 63,46 $ de plus, ce qui équivaut aux impôts générés par le ROC. Regardons maintenant un deuxième cas de figure. Si Marie avait reçu 100 $ de dividendes ordinaires canadiens tous les ans, plus le gain en capital de 500 $. Pour les dividendes, il faut les majorer de 138%, ce qui fait donc 138 $ à rajouter à ses impôts annuels, plus les 25% de 500, soit 125 $. Donc la somme totale des impôts de Marie à déclarer en 2021 serait de 55 263 $. Ce qui fait toujours les 7 353 $ de la première tranche au fédéral et les 2 134,51 $ du provincial. Et pour la deuxième tranche au fédéral, ça donne 20,5% de 6 243, soit 1 279,82 $, et au provincial, 7,7% de 13 079, soit 1 007,08 $. Ce qui fait un total de 11 774,41 $. Mais maintenant, avec les dividendes ordinaires canadiens, on a le droit à un crédit d'impôt qui est de 15,02% de 138 $ au fédéral, donc 20,73 $, et 12% au provincial, soit 16,56 $. Ce qui fait un total de crédit d'impôt de 37,29 $. Marie devra donc payer 11 737,12 $ d'impôts en 2021. Soit une différence de 36,88 $ par rapport aux impôts sans gain issus de ses investissements. Sachant que ça fait 4 années que Marie possède les parts de cette ETF, les 3 années précédentes, elle a aussi dû payer des impôts sur les 100 $ de dividendes reçus. Je vais partir sur le fait qu'elle a le même montant total annuel de salaire et que les tranches ainsi que les pourcentages d'imposition restent identiques pour les 3 années précédentes. Je vous épargne les détails du calcul, mais ça fait par année, avec 100 $ de dividendes reçus, un montant d'impôt à payer de 11 701,87 $, soit une différence de 1,63 $ par rapport au montant sans dividende. Si on multiplie ce 1,63 par le nombre d'années, soit 3, ça donne 4,89 $, auquel il faut rajouter les 36,88 $. Ça donne donc un résultat de 41,77 $ d'impôts à payer pour avoir détenu les 100 parts de cette ETF pendant 4 années et les avoir vendues la 4e année. 63,46 $ de plus à payer avec le ROC, alors qu'avec les dividendes ordinaires et le gain en capital combiné, on est à 41,77 $. On peut donc en conclure que le ROC est moins avantageux, mais ce n'est pas non plus une différence de malade à mon goût. Cependant, si Marie avait gardé les parts de son ETF pendant 10 années, 1 $ reçu pendant 10 ans, ça fait 10 $, sachant que le prix d'achat était de 10 $, donc 10 moins 10 égale à 0, Marie aurait donc vu le prix de base rajusté de ses parts tomber à 0, et à partir de ce moment-là, les distributions de ROC deviennent que du gain en capital et sont donc plus avantageuses que toute autre sorte de distribution possible. Sur 100 $ reçus, seulement 25 $ seront soumis à l'impôt. En effet, comme on peut le voir sur ce document de la banque TD, avec 100 $ de revenus issus de placements, si ce sont des intérêts, on ne gardera que 50 $ après imposition. Si ce sont des dividendes, on ne gardera que 66 $. Mais si c'est du gain en capital, alors on gardera 75 $, ce qui est le type de distribution qui est le plus avantageux à recevoir, ou si on regarde dans l'autre sens, c'est le type de distribution sur lequel on est le moins taxé. Sur cette partie fiscalité, on peut donc en conclure que le ROC peut être vu comme le compte RRSP au final. Il n'est pas sans impôt, il permet juste de différer le paiement d'impôt jusqu'à la vente du placement qui le donne. Donc, tout comme le RRSP, si vous n'attendez pas pour l'un d'être en retraite ou pour l'autre d'avoir un PBR égal à 0, vous serez méchamment taxé. Avant de voir s'il existe une différence entre les ROC versés ou non, essayons dans un premier temps de comprendre comment fonctionne un fonds. Le capital d'un fonds, ou sa valeur liquidative, VNI ou Net Asset Value, NAV en anglais, commence par l'investissement initial des actionnaires dans le fonds. Cette valeur fluctue à mesure que le portefeuille d'investissement du fonds, donc des titres qui le composent, s'apprécie, se déprécie ou génère et distribue des revenus. Le rendement total de la valeur liquidative du fonds est son revenu net, ainsi que tous les gains réalisés et non réalisés. On dit aussi latent.
En règle générale, le ROC provient soit du NAV, soit des gains non réalisés, soit de profits réalisés dans le passé, ou alors d'argent neuf injecté dans le fonds. Pas d'inquiétude, je vais détailler tout ça par la suite. Si le fonds distribue uniquement son revenu de placement net et ses gains réalisés, et possède également une plus-value non réalisée ou latente, la valeur liquidative du fonds, donc son NAV, à la fin de l'année sera plus élevée, et c'est ce qu'il faut voir dans le meilleur des mondes. En règle générale, le comité de direction d'un fonds prévoit les revenus et les gains en capital du portefeuille en anticipé pour l'année à venir et effectue les distributions mensuelles ou trimestrielles en fonction de ses estimations. Mais des fois, les prévisions peuvent être erronées et au cours d'une période donnée, un fonds peut ne pas avoir généré assez de revenus ou de gains en capital pour couvrir les distributions. Ainsi, dans ce cas, une partie de la distribution peut être constituée d'une combinaison de l'investissement initial fait par l'investisseur et de plus-values latentes ou non réalisées qui sont l'un et l'autre considérés comme du remboursement de capital. Les investisseurs verront donc du ROC dans les distributions d'un fonds quand les revenus d'investissement nets et les gains réalisés générés par le fonds ne sont pas suffisants pour couvrir la totalité des distributions. Mais il peut y avoir aussi d'autres explications possibles. Je vous propose 4 explications sur pourquoi un fonds peut donner du ROC à ses actionnaires sans pour autant que cet argent provienne de leur investissement initial. La première explication, c'est quand il y a un afflux d'argent dans un fonds, le gestionnaire de ce dernier doit alors créer de nouvelles parts du fonds pour satisfaire la demande. Ces nouveaux investisseurs s'attendent à recevoir le même montant de distribution que les anciens investisseurs, même si ces nouvelles parts n'ont pas accumulé assez de revenus pour le permettre. Donc, pour satisfaire tout le monde, le fonds devra utiliser une combinaison d'anciens cash, c'est-à-dire de revenus accumulés par le fonds, et de nouveaux cash, c'est-à-dire de cet argent neuf apporté par les nouveaux. Le nouveau cash ne provenant pas d'intérêts ni de dividendes ou de gains en capital, les distributions seront donc classées en ROC. Une deuxième explication possible, si un fonds a des gains en capital non réalisés dans le portefeuille, c'est-à-dire que les actions présentes dans le fonds ont vu leur prix de revient augmenter au fil des mois, mais le manager du fonds ne souhaite pas vendre les titres pour le moment, donc ici on parle de gains non réalisés ou paper profit. Les distributions issues ici seront donc du ROC. Quelques chiffres pourraient illustrer cet exemple. Si la valeur liquidative du fonds à l'achat est de $20, pendant l'année, le fonds a vu la valeur des actions qui le composent augmenter de 10%, son prix actuel est désormais de $22. Si le fonds décide de distribuer ce $2 issu de ses gains non réalisés à ses actionnaires, ça sera classifié en ROC, mais n'aura en aucun cas touché le montant original payé par l'investisseur. Enchaînons avec une troisième explication à la présence de ce ROC. Dans un covered call ETF, les distributions versées sont normalement une partie des primes reçues à la suite de ventes d'achat d'options couvertes, ainsi que de dividendes provenant des actions qui se trouvent dans le fonds. Cependant, beaucoup de ces ETF ont des distributions qui ont un pourcentage élevé de ROC, des fois même à 100%, alors que ça devrait être du gain en capital et des dividendes. L'explication qui peut être donnée, c'est que dans le passé ou dans le mois actuel, le fonds a dû vendre des titres à perte, et si vous vous rappelez de ma vidéo sur la taxation des gains en bourse, des pertes peuvent être reportées indéfiniment pour contrebalancer de gros gains en capital. Eh bien, si un fonds a gagné beaucoup d'argent avec les primes des ventes d'options d'achat couvertes, pour contrebalancer ses gains d'un point de vue fiscal, le manager de ce fonds va utiliser des pertes en capital du passé pour ne pas avoir à payer trop d'impôts sur les gains faits, et alors là, les distributions seront désignées comme du ROC. La valeur liquidative du fonds ne va donc pas baisser vu qu'au contraire, il génère du profit, mais c'est juste une technique pour payer moins d'impôts. Voyons maintenant cette quatrième explication possible. Si un fonds traverse une mauvaise passe, mais le conseil d'administration ne souhaitant pas réduire les distributions, car cela entraîne généralement une baisse du cours du fonds, qui à son tour peut entraîner plein d'autres répercussions négatives qu'il vaut mieux éviter à moins d'avoir une excellente raison de le faire, les distributions seront donc prises dans la valeur liquidative du fonds et seront considérées comme un remboursement de capital dit destructeur. Cependant, si ce genre de ROC arrive très rarement, ça restera acceptable. Mais si à l'opposé ça devient récurrent, alors ça peut être dangereux pour la survie du fonds sur le long terme, car prendre l'argent de la valeur liquidative, qui est le montant initial versé par l'actionnaire, pour payer les distributions, va entraîner la diminution du NAV et qui éventuellement va atteindre le zéro si le fonds distribue plus d'argent qu'il en gagne, et on connaît tous comment ça finit dans ce cas-là. Bien entendu, il existe plein d'autres explications possibles. À vous de faire vos propres recherches et de bien vous renseigner pour chacun des fonds que vous possédez ou si vous envisagez d'investir dans un qui distribue du ROC. Je vous entends déjà me dire, mais une fois qu'on a mis la main sur les infos, comment réellement savoir si le ROC versé est constructeur ou destructeur ? En fait, c'est assez simple et ne nécessite que des informations facilement accessibles à tous. Si le rendement total du fonds sur une période donnée a surpassé ou est égal à son taux de distribution et qu'une partie de cette distribution est du ROC, alors ça sera du ROC constructeur. Si la valeur liquidative du fonds à la fin de l'année est supérieure à celle du début d'année, en gros que son NAV a augmenté au cours d'une année, ça veut donc dire que le fonds a gagné plus qu'il n'a distribué, et donc ça prouve que le ROC distribué est constructeur.
À l'opposé, si le rendement total du fonds est inférieur à la valeur liquidative plus le total des distributions versées au cours d'une période donnée, alors on est en présence de ROC destructeur. Le ROC destructeur veut dire que l'argent est pris directement sur le montant investi initialement par l'actionnaire et des distributions récurrentes de ce genre vont affaiblir les actions du fonds ainsi que la valeur liquidative et les distributions sur le long terme. Et personne ne veut mettre son argent dans un fonds qui s'épuise jusqu'à devoir arrêter de payer ses distributions, voire même de disparaître lui-même, et donc par la même occasion, voir votre capital disparaître aussi. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous en savez désormais plus sur ce type de distribution qui déchaîne les foules et qui est le remboursement de capital. J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route et que je suis restée compréhensible, car parler de chiffres, d'imposition et de techniques de management de fonds, tout ça dans une même vidéo, ça peut faire peur à beaucoup et surtout faire apparaître des maux de tête. Je m'en excuse si ça a été le cas. Vous avez maintenant tout ce qu'il faut entre les mains pour gérer au mieux ces fonds qui distribuent du ROC et surtout ne plus avoir peur quand ils sont stockés dans des comptes non enregistrés. Si votre technique d'investissement est basée sur le long terme, alors une fois que le fonds vous aura reversé le montant du prix d'achat, vous serez libre, taxé au minimum et pourrez profiter de cet argent qui arrive régulièrement et généreusement dans votre compte en banque. Et à la vente de ce dernier, dans plusieurs décennies, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Si vous avez des questions, je reste à disposition tout en sachant que je suis ni un conseiller financier ni un comptable. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.